Bonjour à tous. Le Tchad sera-t-il le prochain pays africain dont la France devra débarrasser de ses militaires? Cette question se pose avec acuité aujourd'hui alors que Emmanuel Macron vient d'annoncer le retrait des troupes françaises au Niger et que le Tchad est tout désigné pour leur redéploiement. Un regroupement des partis politiques, d'associations et de membres de la diaspora tchadienne donne 90 jours à la France pour se retirer de leur pays. Qui sont ces Tchadiens qui sont à l'origine de cet ultimatum? Comment s'organisent-ils et quelles sont les probabilités qu'elle rencontre l'adhésion de la population tchadienne? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec notre invité Ibrahim Mahamat, un des représentants de ce mouvement au niveau de la diaspora tchadienne. Bonjour, Monsieur Mahamat. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'organisation que vous représentez et quels sont vos objectifs exactement? Bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'écho que vous faites du communiqué que nous avons publié. En fait, l'organisation, ça s'appelle Alliance panafricaine Umoja Toumaï. Et cette organisation, elle regroupe des associations, des partis politiques, des personnalités de poids qui parfois ont été premiers ministres et autres qui ont signé de leur propre nom. Et donc, c'est un ensemble de dizaines de partis ou des associations et de mouvements qui se sont mis ensemble pour libérer non seulement le Tchad, mais s'associer ensemble avec l'Afrique, le mouvement qui se voit aujourd'hui sur le continent, s'associer ensemble afin que l'Afrique soit libérée. Parce que jusque-là, la colonisation continue comme si nous n'avons jamais eu d'indépendance. En fait, ces indépendances qui ont été données aux Africains, c'était des indépendances factives. Et ça, c'est connu de tous. Donc, nous voudrions ensemble, au niveau africain, travailler de sorte que notre indépendance effective ait lieu, la souveraineté effective des États africains. C'est le but de cette alliance panafricaine Umoja Toumaï. Alors, le Tchad et la France ont une longue tradition de coopération. Est-ce que vous vous inscrivez en dehors de cette tradition de la France et du Tchad? C'est un peu difficile d'avaler tradition de coopération. En fait, c'est toute l'Afrique, c'est pas que le Tchad. C'est toute l'Afrique qui est colonisée. Non seulement colonisée, ça a commencé depuis 1300 ans. Depuis 1300 ans, au 7e siècle, d'abord avec la colonisation arabo-musulmane. Ensuite est arrivée la colonisation occidentale. Donc, depuis lors, depuis 1300 ans, l'Afrique est colonisée, l'Afrique est soumise à des dictats venus soit de l'Orient, soit de l'Occident. Donc, on ne peut pas parler de coopération dans ces genres de relations. C'est une relation de maître à esclave et non pas une relation de gagnant-gagnant, coopérant, gagnant-gagnant. Non, ce n'est pas cela. Donc, dire que c'est une tradition de coopération, ce n'est pas logique. Nous allons revenir sur tous ces aspects. Mais avant, nous allons examiner en fait un certain nombre de points par rapport à votre appel, l'appel que vous avez lancé et qui donne 90 jours à la France pour retirer non seulement ces militaires, mais aussi démanteler carrément ces camps qui sont au Tchad. Alors, avant tout, parlez-moi de la situation intérieure aujourd'hui au Tchad. Comment celle-ci est décrite par votre mouvement? Les Tchadiens continuent à vivre une colonisation française des plus sévères encore sur la planète Terre. L'armée française sévit sur l'ensemble des 1 284 000 km² du territoire tchadien, au bonheur de ces
vassaux, ou plutôt ceux que la France a mis en place pour gérer son territoire. Le Tchad est considéré plutôt comme le territoire militaire français. Et donc, depuis vous voulez dire, c'est à partir du Tchad qu'un certain nombre d'opérations militaires en Afrique de l'Ouest, peut-être du centre aussi, sont organisées, un peu comme l'opération Barkhane. Absolument, c'est pourquoi l'opération Barkhane a son PC, son poste de commandement depuis N'Djamena. Le Tchad, comme disait, d'abord en 1894, je crois, un géographe stratégien, il disait le Tchad, l'Afrique autour du Tchad. Ensuite, De Gaulle lui-même, il est venu dire que qui tient le Tchad tient l'Afrique. Donc, c'est à partir du Tchad. Parce que le Tchad est à mi-chemin entre l'Afrique centrale francophone et l'Afrique de l'Ouest. Il est au cœur de l'Afrique. À partir du Tchad, vous contrôlez tout le continent. C'est effectivement ça. Et la France, elle contrôle, elle tient le Tchad. Et donc, comme le disait De Gaulle, elle n'est pas prête à le lâcher pour le contrôle de l'Afrique. À partir du Tchad, vous pouvez envoyer des gens en Afrique de l'Est, en Afrique, vous pouvez vous déployer en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, facilement. Parce que le centre de l'Afrique est au Tchad, le cœur même, le croisement. Quand vous tracez une croix sur l'Afrique, vous obtenez Doyaba. Doyaba, c'est au Tchad. Vous voyez? D'accord. Alors, comment les Tchadiens vivent cette présence, justement? La présence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Tchadiens n'ont pas de vie. Ils vivent en esclaves, en fait. Parce que c'est la France qui dicte toutes ces lois par ce qu'elle a mis au pouvoir, c'est-à-dire les vassaux. Et c'est eux qui dirigent le Tchad. Et donc, les Tchadiens n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune autonomie, ils n'ont aucune autodétermination. Bon, alors, on dit effectivement qu'après la mort d'Idriss Déby, le fils Déby a pris le pouvoir avec l'aide de la France. C'est ce que vous confirmez? C'est plus que ça. Je dis plutôt que le Tchad n'a jamais été indépendant. Je dis plutôt que le Tchad n'a jamais été indépendant. Le Tchad a été toujours sous la coupe de la France et c'est la France qui gère le Tchad. C'est l'ambassade de France qui gère le Tchad. Donc, on peut considérer que c'est ce que les Tchadiens pensent d'une manière générale ou bien c'est votre mouvement qui a cette idée-là? Est-ce que vous avez des gens derrière vous? Parce que demain, on va certainement vous dire c'est Wagner qui vous manipule et ainsi de suite. En tout cas, les détracteurs auront beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? C'est vraiment le sentiment des Tchadiens ou bien vous êtes un certain nombre d'associations et de partis politiques qui le pensent? Je suis un peu le symbole même de cette oppression française. Pour ceux qui me connaissent, je suis Saint-Cyrien, officier formé à l'Académie militaire de France. Je suis en exil depuis 23 ans. Pourquoi? Et pourquoi l'armée française occupe le Tchad pendant que les officiers tchadiens que les Français ont formés sont en exil depuis 3-4 décennies? Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Mais alors, c'est quoi la raison de votre exil? Justement, c'est parce que la France, elle forme des officiers qui sont d'ailleurs payés, la formation est d'ailleurs payée très cher, mais en plus, elle conseille, elle est dans toutes les institutions tchadiennes. C'est elle qui conseille à ceux qu'elle a choisis pour diriger le Tchad de ne pas donner de commandement ou une administration à ceux qu'elle-même elle a formés. Donc, elle écarte les cadres qu'elle elle-même a formés pour le Tchad parce qu'ils sont intègres, elle les écarte. Et comme ça lui permet d'être présent, de travailler avec ceux qui ne sont pas formés, donc des analphabètes, qu'elle peut diriger. Je peux vous donner un exemple concret. Oui, s'il vous plaît. À présent, l'école de génie d'Angers en France est commandée par mon promotionnaire. Mais celui-là, qu'est-ce qui s'est passé? À notre sortie d'école, c'est lui qui est venu prendre ma place au Tchad.
pendant que j'étais mis au garage, lui, il était conseiller de la compagnie de génie combat, alors que si j'étais moi-même commandant de la compagnie de génie combat, lui, sa présence ne serait pas utile. Alors, vous parlez de quelqu'un c'est un Français, celui-là, qui a pris votre place, comme vous dites? Absolument. Et c'est ce qui se passe à tous les niveaux. Il faut écarter les cadres intègres pour que ce soit les conseillers français qui prennent leur place. Mais on a quand même vu hein, des officiers qui sortent de Saint-Cyr ou d'autres écoles françaises prendre le commandement des armées dans les pays africains. Pourquoi vous, spécialement, vous n'avez pas pu le faire? Parce que ceux-là ont choisi d'être esclaves, de se soumettre au diktat du colon. J'ai refusé cela. Et ça, c'est depuis l'école. Les journaux de l'école, le journal de l'école, publient, enfin, il y a des archives du journal de l'école qui publient par rapport à cela. C'est-à-dire que... Donnez-moi un exemple concret. Qu'est-ce qu'avez-vous fait? Vous aviez une attitude d'insubordination ou vous ne vouliez peut-être pas être sensible à un certain discours quand vous murmurez? Tous les cadres formés ne sont pas pris en compte ou ne sont pas nommés au Tchad. Et on préfère prendre des analphabètes et par rapport à ça, on met des conseillers français pour gérer le Tchad. Parce que les cadres formés, aucun cadre formé tchadien n'accepterait de diriger ou de gérer le Tchad par rapport au diktat français. C'est pas possible. Pas un seul. Sauf ceux qui, justement, se soumettent. Alors, mais pourquoi ils les forment? C'est ça qu'on ne comprend pas. Pourquoi ils forment ces cadres-là pour ne pas leur donner les responsabilités qu'ils méritent? Ça leur permet de gagner doublement. La formation, elle coûte excessivement cher. Vous voyez, dans les écoles d'officiers en France, par exemple, dans les écoles militaires en France, c'est supposé que chaque année, c'est 100 millions par an que les pays africains doivent verser pour former un seul cadre. Déjà. Vous voyez? Là, vous me dites quelque chose là qui est assez intéressant. Bon, c'est-à-dire quoi? En fait, c'est monnayer ces formations qu'on croit que la France donne de manière, dans le cadre d'une coopération bilatérale. En fait, c'est monnayé. C'est monnayé, c'est monnayé. Et ils ne vous diront même pas, les gouvernants ne vous diront même pas, les gouvernants africains ne vous le diront même pas. Ils ne vous le diront pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, on examine un certain nombre de points. Quelle est votre lecture des mouvements de révolte, justement, dans la zone sahélienne? Et quel rapport faites-vous entre ceci et le rejet de la présence française qui semble constituer une exigence commune aujourd'hui à tous ces mouvements? L'Afrique est unique dans sa diversité. Le climat, quand on parle de Sahel, c'est question de climat. Or, le climat, il détermine les activités humaines, mais ne change en rien la situation de domination tant orientale qu'occidentale. Sous-jacent à la religion, évidemment, que ce soit orientale du côté arabo-musulman, donc l'islam, ou occidental côté chrétien, c'est eux qui conditionnent, c'est cette religion, l'une ou l'autre, qui conditionne le peuple à se soumettre, à accepter le diktat du colon. C'est un peu ça. L'Afrique est dominée de bout en bout, de bout en bout du continent. Aucun pays africain n'est indépendant. Qu'on se le dise, l'Afrique ne sera libérée qu'en un seul bloc, dans son unité territoriale et effective dans ses valeurs et sa diversité, sans lesquelles les ingérences ne cesseront pas par le truchement, justement, des brebis galeuses africaines. Et qu'est-ce que vous appelez les brebis galeuses africaines? Les brebis galeuses africaines, c'est un peu ce que je disais, ce que j'appelais tout à l'heure les vassaux qui se soumettent au diktat du colon. Ils sont prêts à sacrifier. Regardez, on parle du Sahel, mais quel Sahel? Le Congo démocratique n'est pas du Sahel. Il vit pourtant le pire des calvaires depuis des décennies. Prenez le Ghana, le Nigeria, ils ne sont pas francophones. Ils sont pourtant soumis au même diktat occidental. Donc, les 56 États
africains, y compris la Haïti, hein, quand je parle de 56, parce qu'en Afrique, il y en a 55, plus la Haïti, vivent le même état, la même situation d'esclavage depuis des siècles. C'est la même situation. Je veux dire, ce n'est pas à la France qu'on reprochera cette situation, par exemple dans les pays francophones ou lusophones. Vous avez parlé tout à l'heure du Nigeria. Oui, mais vous savez comme moi que l'histoire, elle est là, elle est écrite, elle est vécue. La guerre de Biafra, c'était la France. Vous savez très bien ça. Donc, aujourd'hui, si le Ghana, par exemple, se met à disposition de la France pour je ne sais pas, essayer d'aider la France à museler les officiers qui ont pris le pouvoir, c'est exactement ça. Moi, mon message, c'est quoi? C'est que l'Afrique puisse se libérer. Et ça, il n'y a que les officiers qui sont capables de le faire. Et ces officiers, je leur demande de se liguer avec leur peuple. C'est le peuple qui leur permettra de pouvoir libérer le continent. C'est tout. Bon, alors, les armées ont souvent joué un rôle ambigu chaque fois qu'il y avait un problème politique qui s'opposait à l'issue des élections. Quand elles sont contestées, la répression, elle est quand même exercée par les armées. Et là, vous dites que ce sont les armées qui peuvent sauver les populations. Absolument, parce que les armées, les coups d'État qui étaient faits depuis 60 ans, disons, c'était des coups d'État organisés par le colon pour pouvoir dégager les nationalistes et mettre ceux qui sont à leur botte. Et aujourd'hui, ces 3 dernières années ou 4 dernières années, ce n'est plus la même façon de faire les coups d'État, justement. Les jeunes qui sont arrivés, et ils regardent autrement. Ils viennent avec le peuple pour libérer le peuple. Ils viennent avec le soutien du peuple. C'est pourquoi, personnellement, j'ai écrit un article en 2018. J'étais au Burkina, j'étais en voyage au Burkina. Et je l'ai écrit pour dire qu'il faut absolument que les officiers puissent libérer l'Afrique. Je l'ai intitulé « Que font les officiers dans les armées en Afrique ?» Parce qu'ils ne doivent pas attendre que ce soit l'Afrique qui fasse quelque chose pour eux. Ils ont été formés pour protéger et défendre l'Afrique. Dès lors qu'ils se mettent plutôt au service du colon et le colon choisit un dirigeant, ils se mettent donc au service de ce dirigeant pour servir le colon, alors ils ne travaillent pas pour l'Afrique. Ils travaillent pour un salaire, ils travaillent d'ailleurs un minable salaire, ils travaillent pour cela. Et là, ce n'est plus travailler pour l'Afrique. Bon, donc, alors, on a l'impression effectivement qu'il y a une sorte de réaction en chaîne depuis le coup d'État du Mali, le Burkina Faso, le Niger, et vous pensez que le Tchad suivra? Et d'ailleurs, pourquoi appeler justement maintenant au démantèlement des bases françaises présentes au Tchad? Qu'est-ce que les problèmes internes au Tchad ont à voir avec la présence française qui officiellement est justifiée par la lutte contre le djihadisme au Sahel? Le djihadisme, je l'ai écrit dans le même texte que font les officiers dans les armées en Afrique. Je vous dis que je suis formé par l'armée française. Je suis passé donc 4 ans dans l'armée française. Je suis rentré au Tchad. J'ai aussi géré l'armée tchadienne à l'état-major comme directeur de cabinet de l'état-major général des armées. Ça veut dire que je connais ce qui se passe. Et dans ce qui se passe, le djihadisme n'est qu'une invention du colon. Il n'y a pas de terrorisme religieux en Afrique. Depuis 1989, en Algérie, en 91 en Somalie, c'est toujours l'impérialisme occidental qui fabrique les djihadistes au nom de l'islam. Vous avez les preuves de ce que vous dites. Comment vous pouvez convaincre l'opinion nationale et même internationale et africaine de ça? Justement, par rapport à ça, je dis dans le même texte, j'ai posé des questions. J'ai moi-même été formateur des officiers et j'ai eu des stagiaires pour beaucoup de pays. Et donc, je connais, j'ai toutes les preuves. Au contraire,
qu'on me donne les preuves contraires. Hein, c'est ce que j'ai demandé même dans le texte, que la France me donne les preuves contraires. Moi, j'ai les preuves. Vous avez des preuves de ce que vous dites, si jamais la France la demandait? Absolument, absolument. Je leur demande, mais qui a posé les bombes au marché central, à la police, à l'école de police de N'Djamena? Je leur demande, mais qui a posé? Parce qu'ils savent très bien qui a posé. Et alors, parlons un peu de cet événement-là. Qu'est-ce que vous en dites? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez comme information autour de ces bombes en N'Djamena? En N'Djamena, c'est le... Puisque Idriss Déby s'était lancé comme je sais pas, l'antiterroriste initié par les Français, j'ai écrit une lettre en 2012, j'ai écrit à François Hollande, président de la République française en son temps, en fin d'année 2012, je lui ai écrit, je dis n'envoyez pas les troupes tchadiennes, je vous en prie, je l'ai supplié. La lettre, elle est sur Google, vous pouvez la trouver. Brahim Mamad Litasso, vous pouvez retrouver ça. Donc, je lui ai dit, je vous supplie, n'envoyez pas les troupes tchadiennes là-bas, parce que déjà, Idriss Déby se comporte en terroriste. L'envoyer au Mali, ça veut dire aller encore faire du mal, comme il l'a fait en RDC, ex-Zaïre, qu'il le fait au Congo-Brazza, qu'il le fait au Togo, qu'il le fait, il envoie partout des mercenaires pour faire du mal aux Africains. Donc, j'ai supplié et j'ai fait copie au PS, au Parti socialiste français. Et donc, j'ai dit, il ne faut pas envoyer les... Or, eux, ils avaient leur agenda. Leur agenda, justement, c'était d'envoyer les troupes tchadiennes, les faire sacrifier. Et donc, pour justifier que Idriss Déby est en guerre contre les terroristes, alors que chez lui, à l'intérieur du Tchad, il n'y a pas d'action de terroristes, il fallait justifier ça, trouver des alibis. C'est pourquoi ils ont posé les bombes à l'école de la police de N'Djamena, ils ont posé au marché central de N'Djamena pour dire, ah voilà, les terroristes aussi s'attaquent à nous. C'était trop facile à comprendre. Alors, vous êtes un officier supérieur, je suppose que votre parole, c'est une parole de militaire, je ne juge pas ce que vous dites. Par contre, on va avancer dans le débat. Alors, vous avez donné un délai de 90 jours pour le départ des troupes françaises du Tchad. Cet ultimatum est-il réaliste? Et que ferez-vous dans le cas où il n'y a pas de satisfaction à cette exigence? L'ultimatum, je crois que la France devrait repartir vers elle-même. Nous connaissons toute l'histoire. Mon grand-père a combattu pour libérer la France. Mon grand-père Madinosso a combattu pour libérer la France en 1418. Son fils aîné, mon grand-père c'est Madinosso, son fils aîné c'est Dama Madinosso. Il a combattu pour libérer la France en 39-45. Je pense que c'est quand même facile à comprendre. La France, lorsque les États-Unis ont demandé de rester encore 2 ans de plus, la France leur a dit non, je vous donne 2 mois, retirez-vous, alors que c'est eux qui sont venus, c'est les États-Unis et les Africains qui sont venus libérer la France. Et donc, la France leur a dit non, je vous donne 2 mois, quittez la France. Vous voyez, je ne veux pas revenir, je ne veux pas évoquer Tcharoui, ce triste... c'est violent. Là où les tirailleurs dits sénégalais, en fait, qui étaient en fait africains, absolument. Je ne voudrais pas évoquer ça parce que ça, c'est le mot ingrat est petit. Quelqu'un qui part pour vous libérer et après vous le massacrez parce qu'il a demandé la pitance dont il a droit. Donc, les Américains, ils ont dit nous voulons rester 2 ans de plus. La France a dit non. De Gaulle a dit non. On vous donne 2 mois. Quitter la France. Ils l'ont fait. Alors, pourquoi la France voudra bien s'entêter? Je suis poète, je suis formé en France, j'aime bien la culture française, j'aime bien le peuple français, mais pour le bonheur même de la France, je crois qu'il ne faut pas s'entêter. L'entêtement au Niger a donné quoi? 2 mois d'entêtement. Ça a donné quoi? En fin de compte. Donc, bon, alors justement, en France, on parle de sentiment anti-français. Est-ce qu'il y a un sentiment anti-français dans ce que vous dites? Non, vous avez quelque chose contre la France? Je vous en prie, je suis, comme je vous le dis, je suis depuis 23 ans en exil.
ce n'est pas la Russie qui est venue me dire « sors en exil ». Quand j'étais à l'école il y a 30 ans, ce n'est pas la Russie qui est venue me dire non, non, non. La situation est telle que ce n'est pas question de sentiments, c'est question de réalité. L'Afrique s'appauvrit depuis 60 ans. L'Afrique s'appauvrit. Les gens ne mangent plus à leur faim. Ça, ce sont des choses qu'on regarde tous les jours. Ce qu'on achetait je le dis, ce qu'on achetait il y a 10 ans à 100 francs, aujourd'hui on l'achète à 500 francs. Et les gens ne savent pas où trouver de quoi vivre. Les Africains se meurent parce qu'ils sont surexploités. L'Afrique a toutes les richesses. L'Afrique est le berceau de l'humanité et l'avenir de l'humanité. Toutes les richesses sont chez nous. Et c'est nous qui mourons dans les bateaux, nous qui mourons dans les déserts pour aller en Europe. Pourquoi faire? Pendant que tous les continents viennent ici. C'est une grande interrogation, en effet. Sommet Afrique-Asie, sommet France-Afrique, sommet Amérique-Afrique, sommet Australie-Afrique, sommet... Pourquoi? Pourquoi tous les autres viennent ici? Chine-Afrique, pourquoi? Bon, alors, quels sont vos moyens pour faire en sorte que votre exigence soit entendue? Nous n'avons que le moyen africain. Toute l'Afrique est debout aujourd'hui. Et ça, si la France ne le comprend pas, c'est-à-dire elle va à l'encontre de l'humanité. Donc, aller à l'encontre de l'humanité, ça veut dire se mettre hors de l'humanité. Et ça, ce n'est pas possible. La France ne peut que écouter la voix de la raison. Mais justement, si elle n'écoute pas, on a vu quand même qu'il y a eu des résistances pour partir du Niger. Bon, et encore au Niger, c'est l'armée qui a pris le pouvoir, qui exige. Mais vous n'avez pas le pouvoir au Tchad. Comment vous pouvez exiger ça de la France? Au Niger, si vous avez vu, tout comme au Burkina et au Mali, si seulement on laissait juste les putschistes comme on les appelle, ils n'auraient pas pu gagner. C'est parce que le peuple est avec ces gars, ces jeunes qui se sont levés là. Le peuple est avec eux. Et c'est ce que j'ai demandé dans mon texte de 2018. J'ai dit, ne laissez aucune interface, ne laissez aucun intermédiaire entre vous et votre peuple. Aux officiers, je leur ai dit ça. J'ai dit, ne laissez personne entre vous et votre peuple. Restez avec votre peuple et votre peuple vous aidera à libérer le continent. C'est ce qui est écrit. Bah, ben alors justement, après la répression brutale des mouvements de contestation populaire du 20 octobre dernier, est-il possible de mobiliser les populations tchadiennes aujourd'hui autour d'une cause comme celle que vous défendez? Absolument, parce que vous voyez pourquoi on lutte. Je vous ai dit que j'ai 23 ans d'exil. J'ai tout essayé, je suis officier. Je suis passé par les politico-militaires, donc la rébellion, avant de revenir, reprendre la lutte pacifique, ainsi de suite. Ça veut dire que nous savons que quand on commence une lutte, c'est pour arriver à un objectif. Si l'objectif n'est pas atteint, pourrait-on arrêter cette lutte? Il y a un proverbe baoulé qui dit, si celui qui te pourchasse n'est pas fatigué, est-ce que toi tu vas t'arrêter pour dire que tu es fatigué? D'accord. Alors, vous avez un message particulier à lancer par rapport à cet entretien que nous venons de faire et surtout par rapport à votre appel? L'appel est venu pour réveiller l'Afrique, le Tchadien, parce qu'il y a déjà 3, 4, 5 pays africains qui se sont levés. Donc, pour réveiller le Tchadien, ou plutôt l'Africain du Tchad, qu'il est temps qu'il se lève, parce que le temps est le maître de tout. Je parlais tout de suite de 1300, 1500 ans. Nous sommes la génération bénie. Et je le répète toujours. Il y en a qui attendaient ce moment depuis 1300 ans, ils ne l'ont pas vu. Nous sommes la génération bénie. Il faut se lever. Nous ne libérons pas l'Afrique. Nous libérons l'humanité. Parce que les autres vivant en maître, ils étaient esclaves de leurs mensonges. Donc, en nous libérant, nous restituons la vérité, la réalité, et nous les libérons aussi. Parce qu'ils ne seront plus maîtres et donc ils n'auront plus de reproches à se faire.
Donc, nous libérons la conscience humaine. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est l'avenir de l'humanité. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Houphouët disait comme ça que celui qui tient l'Afrique tient le monde. C'est pas compliqué. Monsieur Brahim Ahmad, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour le rendez-vous de Prince sur Afrique Terre de Ubuntu. Nous resterons attentifs à la suite des événements au Tchad. Merci et bon courage pour ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie par rapport à l'écho de l'appel que nous avons lancé. Merci bien. Merci.